Voilà, alors on va aborder un thème, on en a pour une demi-heure de discussion. Le dernier thème de notre mardi après-midi. Cette question, le déploiement en région des politiques fédérales. Voilà un vaste programme. Effectivement, comment les fédérations arrivent-elles à faire passer le message, à déployer en fait leur action au sein du territoire? Parce que peut-être que vous venez de tous les coins de France. Vous ne ressentez peut-être pas le message qui est laissé. Les présidents de clubs sont peut-être parfois laissés pour compte dans le message et dans l'action qui est impulsée au niveau des fédérations. Alors ils sont là pour vous répondre, pour parler des difficultés qu'il y a effectivement à effectuer ce déploiement et ou de bons signes, des signes encourageants, des mesures qui ont été prises ou qui vont l'être pour justement que retrouver cette impulsion de la fédération sur le terrain. Monsieur Lazarus, donc maire de Chambly, merci d'être avec nous. Il y a eu des problèmes de transport aujourd'hui, c'est compliqué, c'est ça. Voilà, qui va nous parler de son expérience. Nous avons Belkir Belhaddad qui est donc depuis Metz, la Moselle, qui est représentée, qui nous parlera d'un aspect très intéressant aussi, puisque vous êtes à fond sur le sport sur ordonnance, c'est ça. Vous allez nous parler et justement, vous allez pouvoir nous répondre, qui sera peut-être un élément de réponse par rapport à ce déploiement et à une issue, on va dire, positive, et en tous les cas dans cette dynamique. Monsieur Arcuset, qui est vice-président chargé du projet fédéral de la Fédération française d'athlétisme, et monsieur Arcuset qui nous vient de la Ligue Aquitaine, qui nous parlera de ce nouveau mode de gouvernance à la Fédération française d'athlétisme, et justement sur le message apporté. Et je ne vous présente pas monsieur Suta, qui était avec nous depuis le début de la journée, donc le président de la Fédération française de basketball. Monsieur Arcuset, on y va avec vous? C'est parti. Dites-moi un petit peu, alors comment vous y prenez, vous, en athlétisme vous avez un micro devant vous. Comment vous y prenez, vous, à la Fédération française d'athlétisme, justement, pour arriver à faire passer ce message, ce dont vous avez envie, comment il est relayé sur le terrain et les difficultés que vous pouvez avoir à faire passer, justement, cette action? Alors pour le faire passer, on verra bien les résultats du plan de développement, le nouveau plan de développement de la Fédération française d'athlétisme. Oui, parce que ça, c'est votre actualité. C'est l'actualité, mais cette actualité n'a de sens que par rapport à ce qui a été vécu et ce qui a contribué à la mise en place de ce nouveau plan de développement et par rapport aux perspectives d'avenir, j'y viendrai dans quelques instants. À savoir que c'est l'aboutissement, quelque part, d'un certain processus, à savoir que fin des années 90, début 2000, il est apparu l'impérieuse nécessité de diversifier les pratiques. On était centré sur la compétition, de quelque niveau que ce soit, et au détriment de la diversification des pratiques. Et si on voulait élargir les publics de pratiquants, toutes formes de pratiques confondues, eh bien, il fallait innover, c'est ce que l'on a fait, et qu'on a créé à l'époque la labellisation des clubs, parce qu'on dit si on veut diversifier les pratiques, ça ne peut se faire que par les clubs et à travers les clubs. Ça, c'est le premier point. Et puis, il est apparu qu'à travers un certain nombre de dispositifs et de créations innovantes, entre autres les coachs athlètes santé, la création des coachs athlètes santé et de la professionnalisation, il est apparu qu'il fallait mettre tout ceci en cohérence. D'où le plan de développement 2013-2017. On en a fait l'évaluation. Et maintenant, ce plan-là, eh bien, ce plan a été globalement une réussite, puisqu'on a quand même 5 à 6% d'augmentation du nombre de licenciés. C'est un indicateur comme d'autres. Au niveau de la fédération, c'est la réussite. C'est un des éléments de réussite. Hein, voilà. Il y a Par contre, il est apparu qu'il fallait mieux le décliner au niveau des territoires, des ligues, des comités départementaux et avoir plus de proximité sur les clubs. C'est tout l'enjeu de ce plan de développement 2017-2024 avec les échéances de 2020 avec les championnats d'Europe qui vont se dérouler en France. On les a eu la dernière fois en 1938 et la séance olympique 2024. Alors voilà en substance. Justement, c'est où le boulot? C'est où l'action là qu'il faut la mettre? C'est quoi qu'il faut améliorer justement pour ce message? Alors tout d'abord, il faut que l'on simplifie la manière de mettre en œuvre les actions, qu'on en ait de moins nombreuses mais plus efficaces, que l'on cible mieux les publics touchés par différentes actions, et que s'il y a nécessité bien sûr d'avoir des actions au niveau national, il faut à tout prix que les ligues et les comités départementaux, qui sont les structures déconcentrées de la fédération, qui ont comme mission de décliner la politique fédérale et le plan de développement, eh bien que les ligues et les comités départementaux s'emparent du plan de développement et mettent en place des actions en fonction de leur spécificité et de leurs problématiques. Un comité départemental avec 8000 licenciés et 60 clubs, ça n'a rien à voir avec un comité départemental avec 1000 licenciés et 30 clubs. D'accord, donc adapté effectivement. Et ils sont en proximité des clubs, d'où la nécessité aussi d'avoir deux leviers forts, la formation et l'accompagnement des clubs. Voilà, formation, accompagnement des clubs, donc deux des piliers sur lesquels vous allez vous appuyer pour, on va dire,
accompagner cette nouvelle mise en place, en fait. Une des synergies. Une des synergies possibles, effectivement, avec le relais sur le terrain. Monsieur Lazarus, maire de Chambly, mais aussi, bien sûr, très lié à l'Association des maires de France, c'est ça? Je ne me trompe pas. Alors, au niveau des maires de France, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez comme retour sur la politique sportive des fédérations? Est-ce que ça se passe bien dans certaines communes? On a vu tout à l'heure avec monsieur Bruno, maire de Caen, par exemple, que ce n'était pas forcément toujours très simple. D'autres maires nous ont dit également qu'ils ne voyaient pas trop arriver les signaux, les messages et tout. Vous, quel retour vous avez? Alors, pour l'Association des maires de France et pour l'ensemble des élus locaux, et il y a aussi ici beaucoup de représentants de l'ANDES, à la fois notre volonté mais notre difficulté, c'est ce dialogue avec les fédérations sportives, parce que, j'ai envie de dire, qui mieux qu'un maire ou un adjoint sport peut dialoguer avec un club localement. Et donc, une fédération sportive est très loin du club. Et ce sont les élus locaux qui sont les premiers à pouvoir dialoguer. Et j'ai envie de dire que parfois, il y a une déconnexion. Alors, c'est vrai aussi pour les politiques, entre les gouvernants et ceux qui sont en bas. Mais c'est vrai aussi dans le monde sportif. Et disons les choses clairement. Parfois, il y a ce décalage qui fait que les fédérations prônent des politiques et localement, il y a une difficulté à les mettre en œuvre. Et donc, 9 fois sur 10, les clubs se retournent vers les communes. Alors, nous avons des moyens, des leviers pour essayer de les accompagner, qui vont au-delà du simple financement, parce que nous ne sommes pas que des payeurs. Mais c'est vrai aussi qu'il y a ce partenariat local qui est difficile. Et en ce moment, la ministre des Sports a lancé la gouvernance du sport, et c'est un des enjeux. Parce qu'on peut se contenter de réfléchir, et il y avait le premier comité de pilotage vendredi dernier, on pourrait se contenter de réfléchir que à la gouvernance nationale du sport. Et ce qui est intéressant, et dans les premières réflexions qui sont sorties vendredi, c'est qu'on associe bien et le national et le local. Et ça, c'est essentiel. Et moi, j'ai prôné une instance qui fonctionne, dans laquelle l'ANDES, l'AMF, les régions de France, les départements ont pris toute leur part à côté du monde sportif, c'est la CERFRES que je préside. Et cette commission-là est une commission dans laquelle nous n'avons pas le choix, nous devons dialoguer, négocier pour les règlements fédéraux. Eh bien, ça marche. Eh bien, j'ai envie de dire, puisque ça marche et que nous avons des instances de dialogue, moi j'ai proposé à la ministre que ce même système-là soit décliné sur d'autres instances et pas que sur les règlements fédéraux. Et c'est essentiel parce que vous avez besoin, bien sûr, de relayer auprès de vos sections locales, mais vous avez besoin de relayer auprès des élus locaux parce que, je me permets de le rappeler, nous sommes propriétaires, bâtisseurs, nous entretenons 75 à 80% des équipements locaux. Alors ça, c'est gros. Voilà. Et c'est essentiel. Bon. Voilà, faisons ce partenariat. Justement, à travers ça, M. Arcuset, dans un instant, mais Jean-Pierre Suttard, justement, est-ce que vous, en tant que patron de fédération, vous parlez aux maires? Vous parlez directement aux maires, vous parlez aux élus. Il y a une passerelle qui se crée ou pas du tout? Vous, c'est les clubs? Je parle aux maires. Déjà, personnellement, je suis ancien déjà dans une collectivité territoriale. J'ai passé 30 ans dans le service public. Et d'ailleurs, j'ai organisé la fédération comme une collectivité territoriale, avec les mêmes principes, le même management, avec l'association des élus et puis des salariés. La réponse est oui. Je dirais, on ne peut pas faire sans les collectivités territoriales. Et vous avez parlé tout à l'heure du chantier de la gouvernance, c'est important. Il faut revenir à la jeunesse de notre raison d'être, nous, les fédérations. On a une délégation ministérielle tous les 4 ans, au moment de l'Olympiade, pour 2 choses. La première, préparer nos équipes nationales pour les grandes compétitions, les grands rendez-vous. Je dirais le haut niveau, les équipes nationales, c'est une chose. Et derrière, il y a une direction technique nationale, il y a des cadres techniques, etc. Et la deuxième chose, c'est l'animation des territoires. Et l'animation des territoires, on a pour ça, effectivement, des structures dites déconcentrées, ligues et comités, mais moi je les considère presque comme des structures décentralisées. C'est-à-dire que derrière, on a un message fédéral qui descend parce qu'il y a une politique globale, mais ensuite on a sur un même territoire qu'on partage au niveau départemental, au niveau régional, un dialogue à avoir et un dialogue qu'on doit faciliter. On prône l'harmonisation sur un territoire et on prône une liberté de travail sur un territoire donné. Je veux dire, on a conscience qu'on ne peut rien faire sans les collectivités territoriales, sans le monde du privé. Et ce qui a changé par le passé,
c'est que cette montée en puissance depuis la décentralisation des collectivités territoriales, je dirais, sans eux, on n'existe pas. Ils sont propriétaires, mais ils sont aussi des financeurs. Et ils ont des politiques sportives, je dirais. Et on ne peut pas faire sans, parce qu'à un moment donné, on se dit qu'il y a quelque chose qui vient du ciel et on doit le conserver. Alors, nous, notre ambiguïté, notre difficulté par rapport à la CERFRES, c'est que parfois, on a des choses qui nous arrivent encore d'au-dessus. On le sait. Nos fédérations internationales inventent parfois tout et n'importe quoi. Moi, j'ai été. Bon, on parlait tout à l'heure du sport féminin, du basket féminin. Ouais, exemple concret. Alors, exemple concret. Basket féminin, Chopron en 2006, où sur une réunion de travail, il fallait baisser les cercles du basket féminin pour que nos joueuses dunk. Je dirais, mais qu'est-ce qu'on va. Spectacle. Excusez-moi télé. du terme. Spectacle. Télé. Bon, ça va. On a peut-être 10 joueuses de plus qui vont se matcher. Mais on va embêter 200 000 joueuses qui, dans tous les cas de figure, ne vont pas changer la face de la Terre. Mais on va surtout embêter toutes les collectivités territoriales. Tout refaire. Donc, si je ne suis pas là sur ce débat, si je ne tue pas le projet ici, ça peut effectivement arriver à ce type de scénario. Voilà, donc, on est vraiment partenaire. Moi, je le ressens tous les jours. Alors, je ne peux pas voir tous les maires de France parce qu'il y en a beaucoup. Non, mais c'est une question générale, effectivement. Bien sûr, si jamais la passerelle existait, apparemment, ça répond à l'attente de M. Lazare. Belkir, avec vous, il y a dans ce que va nous proposer Belkir, peut-être un coup de pouce aussi pour ce relais sur le terrain, pour l'augmentation des licenciés, comme le disait M. Arcuzet tout à l'heure. C'est l'histoire du sport sur ordonnance. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça ? Oui, je vais vous le raconter. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste peut-être situer avant quelques éléments d'enjeu qui me paraissent importants pour bien comprendre. Absolument. Surtout sur l'évolution en fait, du sport ces 15, 20, 30 dernières années, avec le développement du sport business, avec le développement de nouvelles pratiques qui sont aussi un enjeu pour les fédérations et les collectivités locales et territoriales, hein, puisque la plupart des pratiquants, peu d'entre eux sont forcément licenciés. Il y a le développement durable, il y a effectivement la gestion des équipements et la modernisation de ces équipements-là. Et puis on a un autre phénomène qui est extrêmement important, c'est cette fameuse territorialisation que vous avez indiquée, qui est le sujet de cette table ronde, avec une application extrêmement forte des collectivités locales et territoriales et de nombreuses expérimentations. Et ces expérimentations, on les retrouve par exemple sur le sport sur ordonnance. C'est pas venu d'en haut. C'est venu de volontés locales, notamment par exemple à Strasbourg, qui a mis autour de la table des médecins, des établissements de santé, qui a mis autour de la table la caisse primaire d'assurance maladie, le régime local d'Alsace-Moselle pour participer notamment au financement. Et l'idée, c'est tout simplement sur la base d'un constat qui est que le sport peut être prescrit de manière non médicamenteuse pour des personnes en affection à longue durée, et donc pour finalement diminuer ces traitements-là et finalement et qu'ils puissent être remboursés. Alors, ils ne le sont pas aujourd'hui remboursés. D'accord, c'est ce qui manque. On a un cadre législatif qui prévoit depuis le 30 décembre dernier la possibilité pour des médecins traitants de prescrire une activité physique adaptée qui peut être assurée derrière soit par des professionnels de santé, soit par des clubs aussi. Soit par des clubs à travers des éducateurs sportifs ou des enseignants APA. Mais c'est vrai qu'on a le bilan de la mission que j'ai pu assurer très récemment, que j'ai présenté à la Commission des affaires sociales il y a quelques jours, montre qu'on a une problématique au niveau du financement, parce que ce financement n'est pas prévu. Et il me semble important, lorsqu'on traite des personnes qui sont en affection longue durée, notamment, ce sont des personnes qui sont souvent précaires aussi. Hein. Donc, pour gommer finalement ces inégalités territoriales partout en France, l'idée, c'est que la solidarité nationale puisse intervenir. Puisse jouer là-dessus. Puisse jouer là-dessus. De nombreuses collectivités, quand il y a la volonté politique, ça se passe bien autour de la table. On a les financeurs, etc. Mais ce n'est pas le cas partout. Ouais. Et donc l'idée, c'est effectivement de proposer, de prendre en charge une partie de ces frais. Généralement, on est sur des montants de l'ordre, sur les séances
Pour les chroniques aiguës, on est de l'ordre de 3 à 6 mois à peu près, et ça va de 150 C'est à juste pour assurer le 350 complément d'un remboursement. Le complément des remboursements. Et derrière, on a aujourd'hui des mutuelles qui sont présentes, comme la mutuelle, comme la Maïf, comme la mutuelle des sportifs et d'autres qui sont engagées sur ces opérations. Et là, on a une intelligence collective sur le terrain qui est partie de là, et ensuite, effectivement, au législateur de pouvoir encadrer et de permettre de mettre en place finalement un modèle économique qui permette de couvrir l'ensemble de la France. Monsieur Arcuset, on valide ce sport. Vous, dans votre Ligue d'Aquitaine, vous voyez aussi qu'il peut y avoir des cas problématiques qui pourraient être aidés par ce genre d'initiative? Oui, le sport sur redondant, on y réfléchit. D'ailleurs, on a mis un groupe de travail sur le dossier parce que c'est pas évident, il faut les compétences. Il y a la prescription et après, il y a la mise en œuvre. Donc, il faut des compétences. Par le personnel qualifié, effectivement. Par des personnes qualifiées, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème et que les actions et les gestes qui sont préconisés répondent à la demande, mais aussi à certaines sécurités. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, on est sur ce sujet-là. On a des coachs AT Santé, mais coach AT Santé, c'est le maintien en forme, se maintenir en bonne santé. Mais après, le sport sur ordonnance, c'est encore autre chose. Donc, il faut des compétences tout à fait spécifiques. Voilà. Un entraîneur de haut niveau ou de quelque niveau que ce soit d'ailleurs peut éventuellement le faire, mais il lui faut une compétence, une certification complémentaire. Donc, on travaille là-dessus et nous espérons bien que courant 2018, voire 2019, on sera opérationnel sur le sujet. Voilà. Si vous le permettez, je voudrais revenir concernant donc, les installations sportives. Nous avons depuis maintenant 7 ans un comité des équipements sportifs. On a fait l'inventaire des équipements. On a classé les équipements avec les normes IAF, etc. Et nous travaillons maintenant sur un aménagement du territoire en infrastructure de proximité, parce que les besoins ne sont pas toujours les mêmes. Les attentes et les volontés des communes ou des départements, des régions pour accueillir un certain nombre de compétitions, voire de compétitions de très haut niveau, ne sont pas les mêmes. Donc il faut mettre en adéquation les besoins locaux du terrain et les intentions aussi des collectivités territoriales. Et nous travaillons là-dessus. Nous avons à chaque fois qu'il y a une compétition, un championnat, nous avons une convention avec les collectivités territoriales et on peut aussi avoir, au-delà avec le plan de développement de la fédération et dans le cadre du plan de développement spécifique donc des ligues et des comités départementaux, on peut avoir aussi des partenariats avec des communes, entre autres par le trail, pour baliser un trail, pour avoir des normes sur des événements particuliers, pour le grand public. Donc voilà. Exemple encore de passerelle et de dialogue qui s'ouvre entre vous. Et il y a un lien avec les ligues, les comités départementaux, et nous associons à chaque fois les ligues, comités départementaux et les clubs locaux. Voilà, et pour apporter effectivement sur ce genre d'opération votre expertise. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Donc l'appel est là. Monsieur Suta voulait intervenir parce que je le voyais vouloir intervenir sur l'aspect sport par ordonnance et on va dire l'adaptation. À chaque fois, on rajoute un petit peu des lignes, hein, on fait des choses, mais il faut entourer d'un maximum de garanties. Oui, je vais revenir parce qu'on se voit bientôt ailleurs. On a un petit déjeuner bientôt ensemble. C'est vrai. Alors juste pour le petit déj. Non, pour le déjeuner. Pour le déjeuner. Rapide, court déjeuner. Voilà, court déjeuner. Nous considérons aujourd'hui, on ne parle pas assez de 2024. 2024, c'est une opportunité extraordinaire pour la France, pour le sport, mais c'est un accélérateur pour nous. Nous avons tous été en situation monopolistique. Nos fédérations, on faisait du bon travail, du mauvais travail, tous les cas de figure, globalement, ça passait que par nous. Le fait qu'il y ait 2024 et le fait qu'il y ait cette notion d'ubérisation du sport que nous vivons fait que la concurrence va se mettre en place très vite. Et aujourd'hui, il faut que les fédérations se bougent. Notre collègue de l'athlétisme se bouge, mais on se bouge tous. Ça veut dire quoi, se bouger ? Se bouger, ça veut dire que si on considère qu'on peut imposer les choses depuis les hauts, vis-à-vis des collectivités territoriales, vis-à-vis de nos clubs, vis-à-vis de nos licenciés, je dirais parce qu'on a la foi sacrée, on va à la catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, le licencié va certainement vouloir consommer autre chose et surtout en dehors du club, donc en dehors de sa fédération. Parce qu'il a des offres qui vont monter. Bon, on a des plateformes, on parlait du futsal, on a des plateformes de basket, l'athlétisme l'a vécu, etc. Donc notre mission à nous, parce que 2024 est un vrai accélérateur, c'est qu'on doit imaginer ce que doit être le club de demain. Le club de demain, pour nous, c'est un centre d'intérêt territorial. Il faut qu'on puisse organiser les pratiques compétitives. Nous avons le 5 contre 5. Nous avons aussi le 3 contre 3 qui est devenu une discipline olympique, qui va, à mon avis, avoir un développement foudroyant sur les territoires parce que c'est un vrai sport urbain.
Et nous allons créer, sous un chapeau global qui s'appelle le vivre ensemble, toutes les pratiques non compétitives. On va retrouver le sport santé, le basket santé, la citoyenneté, l'inclusion, etc., etc. Et on aimerait un jour que dans un club, une personne âgée, disons une grand-mère qui a 70 ans, vient de faire du basket santé, mais amène sa petite fille faire de la garderie découverte dans un, je dirais, un accueil organisé, et peut-être une de ces personnes de sa famille qui est handicapée, être acceptée chez nous dans une compétition. Vous voulez les garder dans le club? Ouais, faire en sorte que le club Enfin, demain, repenser le club. voilà, et on repense contour. le club. Voilà. C'est ça l'idée. Et ça, on ne peut le faire que si tout le monde en a conscience. Donc, les élus au plus haut niveau avec ces problématiques de sport sur ordonnance, c'est quand même important pour nous parce qu'à un moment donné, on peut rentrer en aptitude. Vous pouvez actionner ce On levier. peut rentrer en aptitude de nos techniciens pour que demain, je dirais, ils puissent accueillir ce type de personnes, etc., etc. On a besoin des collectivités locales, on a besoin de tout ça. Je pense que c'est ça le grand enjeu de demain. Organiser les jeux, c'est très important. Je dirais, il faut qu'on réussisse sur nos jeux. Mais à côté de ça, c'est toute la transformation sociétale que nous devons organiser. Merci. Vous voulez dire un petit mot, monsieur Lazarus? Oui. Juste parce qu'au-delà du sport santé, ce qui vient d'être posé, c'est une question que je porte depuis longtemps et que j'ai réexprimée devant la ministre vendredi. Il y a tout ce qui est national, tout ce qui est gouvernance, mais il y a une vraie question et qui nous intéresse autant vous que nous, les élus locaux, qui est quelle économie du sport? Je ne parle pas des fédérations. Je ne parle pas de celles qui vont avoir du sponsoring national, des droits télé. Je parle de nos clubs. Et moi, j'ai une réponse, mais elle est difficile à mettre en place, en œuvre, mais qui passe par un partenariat entre vous et nous. C'est commencer progressivement, et ça ne sera pas valable pour tous les sports. Donc, il faudra aussi organiser la solidarité entre les sports. Mais c'est de dédier des équipements sportifs. Ce que vous avez dit sur la santé, avec la mamie, c'est exactement la même chose que lorsque un même équipement pourra fonctionner pour divers. Vous avez évoqué des alternatives économiques en entreprise pour du foot en salle et du basket en salle. Excusez-moi, mais ça aurait été plus intelligent et mieux que ce soit les clubs de basket qui le portent ou les clubs de football. Si mon club de football, dont j'espère, l'an dernier, on avait fait quand même. J'avais failli battre Monaco. Demain soir, on joue contre Granville. J'espère qu'on sera en quart de finale de la Coupe de France. Granville, ils font du foot, à ouais, non, c'est un joli club. Et non, mais je rigole, si j'arrivais et si on avait pu faire que ce soit nos clubs de football qui fassent le foot en salle, ça participerait au dynamisme économique. Si demain, j'ai un club de badminton remarquable, champion de France, si j'arrive à construire ce qui est dans mes projets un équipement dédié au badminton, ils feront le matin le badminton santé pour les anciens, les sociétés. À midi, le badminton entreprise. Vous venez, vous jouez l'après-midi pour le haut niveau et le soir pour mes scolaires et parascolaires. Ça, c'est une façon aussi différente de réfléchir au sport et à l'économie du sport parce que l'argent public est rare, nous le savons tous. Nous n'arriverons plus à financer comme on l'a fait pendant des années et des années, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales. Nous devons nous aider mutuellement. Je pense que nous devons travailler avec vous pour aller réfléchir à des équipements dédié ou pas. Et modulable voilà. rapidement, assez rapidement. Et quelque chose, mais qui doit pouvoir accompagner, et pas simplement offrir un équipement public pour que le club l'utilise, mais pour que le club, dans un partenariat, dise « je l'utilise pour m'autofinancer ». Et pour lui redonner aussi une occasion de se repenser lui-même, parce que ça peut aussi faire du bien à des gens de se challenger sur d'autres projets au sein des clubs aussi. Ça peut être aussi cet enjeu-là. Très intéressant également toutes ces prises de parole. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Justement par rapport au basket, par rapport au travail de M. Lazarus, le sport sur ordonnance. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour, Sylvie Rosette, je suis l'adjoint au sport de la ville de Limoges. Par rapport au sport sur ordonnance, est-ce que il est question, ou il est dans les tuyaux, je ne sais pas, du ministère, de labelliser des clubs à ce niveau-là?
La question de la labellisation, y compris des professionnels de santé qui interviennent, est prévue effectivement. Il y a une réflexion qui est faite aussi bien au niveau de la HAS. Donc il y a 2 ministères en fait qui sont concernés par ça. Il y a à la fois le ministère de la Santé, au sein de la Direction générale de la santé et de la HAS, notamment pour tout ce qui concerne en fait les référentiels, pathologie par pathologie, hein, pour effectivement savoir quoi prescrire et pour qui. Et puis ensuite, donc ça va concerner aussi l'ensemble de la chaîne hein, d'intervention, y compris pour les personnes qui sont formées à PA. Et il est proposé, et je fais une proposition notamment, de labellisation effectivement de clubs, par le biais notamment du Comité national olympique et sportif. On l'avait rencontré et j'avais auditionné notamment Denis Massiglia sur cette question-là, pour qu'effectivement on puisse sécuriser le parcours du patient, parce que ça reste un patient avant d'intégrer le club quand même. Hein. On a une certaine autonomie, au-delà d'une certaine autonomie après certaines séances. Il peut intégrer un club pour pérenniser en fait la pratique hein, finalement, et puis répondre aussi aux objectifs de la ministre des Sports sur les 3 millions, de pratiquants d'ici à 2024, parce que c'est aussi la volonté de profiter des JO de 2024. Mais oui, c'est envisagé et en discussion notamment avec le CNOSF. Merci pour cette réponse. Question. J'en profite pour vous dire qu'après, vous avez l'opportunité d'aller, vous savez qu'on est adossé à l'Open Sud de France, évidemment, de profiter des matchs de simple de ce soir. Juste le programme, Gilles Simon ce soir, c'est ça, il y a Gilles Simon et il y a David Ferrer hein, qui joue ce soir, mais en deuxième match, non, c'est Gilles Simon en premier à 19h, je pense en simple, et voilà, donc vous avez l'occasion de pouvoir participer à regarder ces rencontres. Cyril. Merci. Bonjour, donc Cyril Kloup, directeur de l'Andes. Je voulais évoquer sur 2 points rapidement. La territorialisation, effectivement, vous l'avez évoqué. Je voulais parler de conférences territoriales du sport qui fonctionnent dans certaines régions bien et qui en fait représentent donc les représentations de l'État, mouvement sportif et collectivité territoriale, qui n'est pas une obligation en soi, mais de par la loi de réforme territoriale, une possibilité sur les régions. Une question simplement d'évoquer les acteurs présents qui sont convaincus, je le pense, de voir vous comment vous voyez ces conférences territoriales du sport et si en même temps vous êtes tout à fait favorable à cela, car au niveau de l'Andes, c'est les propositions qui ont été faites lors notamment les précédentes candidatures présidentielles, c'est de pousser, de booster ces échanges territoriaux parce que ça marche au niveau territorial, les acteurs se parlent, les initiatives ont été évoquées, naissent de là. Donc ça c'est ma question concernant les conférences territoriales du sport. Sur la santé, ce que je voulais dire, c'est un petit ressenti où l'Andes a été donc auditionné par le rapporteur Belkir Belhaddad, justement, à pousser par rapport à ces éléments pour dire tout simplement qu'il y a un vrai souci sur le vocabulaire utilisé par, d'un côté, les acteurs de la santé, de l'autre côté, les acteurs du sport. Des remontées de terrain nous disent, mais au niveau de la santé, du corps médical, certains peuvent penser que le sport, en tant que tel, c'est du sport professionnel et que ce sport professionnel est accidentogène et qui coûte très cher à la sécurité sociale. Ça, c'est un terme complètement, je dirais, aberrant pour les acteurs du sport que nous sommes, puisque grosso modo, il y a entre 1500 et 2000 sportifs de haut niveau, alors qu'il y a 36 millions de pratiquants, très largement répandus en termes de bien-être, de santé. Je crois que c'est hyper important. Il y a un gros travail à faire, à sortir des sentiers battus des acteurs du sport que nous sommes, mais d'aller convaincre aussi des acteurs de la santé, mais aussi Bercy, qui est également un enjeu, puisque au niveau de l'Andes, nous l'avons dit, je crois que mon homme d'entre nous le savent, aujourd'hui, une personne en bonne santé, active, permet d'économiser environ 300 € par an, par personne, en termes de dépenses de santé médicamenteuses. Donc là, je crois qu'on a un vrai message à faire passer. Il faut convaincre des économies sociales avant de penser que prendre en compte, en charge par la sécurité sociale, une activité physique coûte. C'est un investissement. Mais je crois que l'expérimentation, ça a été dit dans les Puy-du-Rhône, est positive. De par les caisses d'assurance maladie, sont positives, il faut les reprendre. Et quelque part, on a un vrai rôle collectif à faire en sorte que le sport santé soit vraiment considéré à la hauteur. Et on soutient bien sûr la mission pour faire en sorte que la prescription d'une activité physique soit prise en charge par la sécurité sociale. Voilà. Voilà, donc c'était plus la première partie de la question. Oui. Sur la conférence territoriale, il s'avère que vendredi matin, dans le comité de pilotage sur la gouvernance, on l'a abordé.
avec beaucoup de nuances entre les différents partenaires. Si je pouvais résumer le débat, et d'ailleurs autour de table précédent, à l'ouverture où je n'ai pas pu être présent, mais il y avait mon collègue de France Urbaine, on n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. Lui est sur une vision très simple, hein, c'est les régions, les intercos, les départements n'existent plus, les communes, voilà. Moi, j'ai défendu à peu près l'inverse, mais qui était de dire pas de chef de fila. Ne laissons pas aux régions, avec tout le respect que j'ai pour les régions, la position de chef de file sur le sport. Oui à des conférences territoriales de réflexion, oui à tout ce qu'on veut, sûrement pas une conférence territoriale dans le cadre actuel, dans le fonctionnement actuel de nos institutions, qui viendrait fixer la politique sportive territoriale dans le cadre de nos régions. Et le représentant de l'Association des départements de France a dit exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que nos régions aujourd'hui sont devenues une forme d'éloignement. Or, les communes sont le premier partenaire des clubs sportifs. Et autant sur le sport de haut niveau, je peux entendre que ça soit à l'échelle de la région et de l'État que ça se décide, autant la politique sportive, celle qui s'anime, ne peut pas être décidée qu'au niveau de la région. Je suis la commune la plus éloignée de Lille, pratiquement, et la plus proche de Paris, dans les Hauts-de-France. J'ai beaucoup de mal, même si maintenant, ça y est, on recommence à décrocher mon téléphone, mais à expliquer que je porte une politique territoriale sportive pour tout le sud des Hauts-de-France, parce que c'est loin. Et les subventions pour les clubs se concentrent autour de la capitale. Il y avait les départements qui disaient la même chose sur Bordeaux. Enfin, c'est un peu partout. Donc, la conférence territoriale peut être un outil. Elle ne peut pas, en tout cas pour l'Association des maires de France, nous avions combattu l'idée qu'une structure qui serait la région devienne le chef de file. Et c'est un vrai danger, et c'est une vraie question pour nous. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, nous, on est plutôt inquiets sur s'il y avait un seul chef de file. Apparemment, ça récolte les suffrages. D'accord, oui, d'accord de pas que la région ne devienne pas le number one. Il faut un lieu de réflexion. Et parfois un lieu de décision quand tout le monde est d'accord pour faire un tour de table. Mais deux, il ne faut pas de chef de file. Je dirais, il faut que chacun garde ses prérogatives, ses spécificités, c'est important. Mais par contre, tout ce qui va favoriser la réflexion commune, il faut le faire. Ah, des questions qui vont s'enchaîner. Merci. Jean-Pierre Fay, Sport Culture 2020. Tout à l'heure, Jean-Pierre Sluta nous parlait du basket 3 contre 3. C'est merveilleux dans les quartiers. On est véritablement là sur du sociétal, sur du vivre ensemble. Des approches que des activités culturelles sont en capacité de faire. Et si on arrivait à faire une mise en synergie entre les deux, je crois que ça serait fabuleux. Alors, vous avez parlé des JO de 2024. Moi, je fais une proposition toute simple. C'est qu'entre 2020 et 2024, toutes les collectivités qui le souhaitent puissent accueillir prioritairement une discipline olympique ou non olympique et qu'on y associe toutes les manifestations culturelles d'envergure qui existent sur cette région-là. Et là, je pense qu'on aurait une aura internationale qui serait intéressante. Imaginez un sport à Montpellier avec le festival de danse, un sport à Angoulême avec celui de la BD, un sport à Clermont-Ferrand avec celui du festival du court-métrage qui a lieu en ce moment. Vraiment, là, je pense qu'on intéresserait non seulement les sportifs qui veulent aller vers le haut niveau et ceux qui y sont, mais on intéresserait véritablement toute la jeunesse. Et je pense que le sport tel que je l'ai senti à travers les propos que vous avez tenus peut être tout à fait porteur de cette approche-là. Effectivement, pourquoi pas ? C'est une voie d'associer comme ça d'autres événements, d'autres domaines à des manifestations. Oui, je voudrais rebondir effectivement sur cette proposition, question, pour dire qu'effectivement les parlementaires se sont aussi engagés avec la ministre des Sports pour faire en sorte que l'ensemble des territoires, dans le cadre de Paris 2024, c'est pas que Paris, c'est la France. Et il faut que les Français, c'est la candidature de la France, et il faut qu'absolument l'ensemble des territoires soient irrigués avec des bases arrières, qu'on ait une vraie
une vraie symbiose avec cet événement-là partout. La ministre nous a suggéré effectivement que chacune des régions, des départements, j'en ai parlé au président Patrick Weiten, président du département de Moselle, je salue la présence de son vice-président chargé des sports, Jean-François, pour que effectivement les territoires puissent proposer et animer en fonction des disciplines, harmoniser les calendriers Tout à fait, mais ça peut se faire sur 6 mois, 1 an, ou même voire 2-3 ans, mais il faut absolument que ça puisse se faire. Et là, encore une fois, ce sont les territoires qu'on valorise au plus près du terrain, et je pense qu'à mon avis, ça fera la fierté de tout le monde, et si en plus si on associe la culture et d'autres champs d'activité, c'est encore mieux. Voilà, on va donner rapidement, alors juste sur le timing. Monsieur, ça sera la dernière question. On va donner rapidement la parole à Monsieur Lazare, juste 30 secondes, et on en vient à vous, monsieur. C'était juste pour dire que dans le cadre de la candidature Paris 2024 et dans les obligations olympiques, il y aura ce qu'on appelle les Olympiades culturelles. Et donc, en parallèle, nous devons organiser des Olympiades culturelles qui seront une sorte d'appel à projet qui est dans les tuyaux. Et donc, c'est l'occasion de travailler sur cette proposition-là qui devrait être mise en œuvre. Voilà. Et quand vous aurez gagné la Coupe de France, monsieur Lazariou, ça sera plus simple à Chambly. Tout le monde viendra vous voir. Et il n'y aura pas de problème pour participer à ces événements culturels que vous nous proposerez. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Allez-y. Dernière question. Merci. Michel Bazard, chargé de mission sport à l'île de Tremblant en France. Au travers des propos de M. Lazarus et de M. Ciutat, on voit bien la nécessité de transformer complètement la nature des clubs aujourd'hui. Dans la mesure où les finances sont plus celles-ci, il faudra bien qu'ils trouvent un système pour s'auto-équilibrer, s'ouvrir à de plus larges pratiques qui ne sont pas forcément des pratiques compétitives, mais d'autres pratiques de loisirs. Donc s'ouvrir vraiment sur le secteur marchand. Comment accompagner ces clubs qui, pour la plupart aujourd'hui, ne sont pas du tout prédisposés ni structurés pour répondre à cette pratique du secteur marchand. On voit bien dans le basket, vous parlez du 3-3, etc. Bon, on voit bien fleurir Off Factory, etc. Le basket, qui sont des structures privées. On sent bien que les clubs vont être obligés, eux aussi, à un moment donné, d'aller vers ça. Comment aussi, par exemple, l'athlétisme va pouvoir reprendre à long terme, peut-être avec ces clubs ou des grands clubs, des compétitions qu'elle a laissé partir au privé. Et le privé touche l'argent là-dessus. C'est tout ça demain qu'il va falloir se transformer. Et comment accompagner ces clubs à cette nouvelle dynamique, à cette nouvelle contrainte. Le basket, on a considéré qu'on est rentré dans une vraie ère d'ubérisation, qu'on ne reviendra pas en arrière. Et dans l'ère d'ubérisation, il faut que notre fédération, nos structures et nos clubs deviennent des opérateurs eux-mêmes dans une concurrence avec des privés. Donc notre objectif, c'est leur proposer toute une série de services à ceux qui vont consommer au travers d'une plateforme digitale avec vous savez, les téléphones portables et tout, pour que demain, qu'on soit licencié dans un club parce qu'on aura pris l'option de rester ou d'aller dans un club en fonction de ses services, ou parce qu'on restera un électron libre, comme il y en a beaucoup, donc un pratiquant qui va vouloir à un moment donné consommer du sport, et il faut qu'il consomme du sport dans nos clubs. Donc l'objectif, c'est d'organiser les choses à notre niveau pour que demain, qu'on soit électron libre, qu'on soit licencié du club, qu'on fasse le choix, consciemment ou inconsciemment, de se retrouver licencié d'une fédération au sein d'un club. Voilà, c'est tout l'enjeu. On y travaille, nous, depuis maintenant 3 ou 4 mois avec MKTG, dans le groupe Kenéo. Et l'objectif, c'est de rentrer dans cette notion digitalisée et accepter de front la concurrence. Il faut accepter la concurrence. Mais vous savez, nos fédérations, on a quand même pas mal de force. La première, c'est que nous avons un réseau. Un club, c'est un réseau. Et un club, c'est le réseau avec les partenaires locaux. Il est quand même essentiel. Et le deuxième point, ce sont nos bénévoles. Sincèrement, je dirais, c'est une force extraordinaire. C'est notre richesse. Sans eux, et toujours, on n'existe pas, nous, les fédérations. La richesse des fédérations, c'est les territoires, c'est nos bénévoles. Et si à un moment donné, on arrive, alors bien évidemment, certains resteront sur le carreau, mais si on est capable de mobiliser, de convertir, de permettre à ces bénévoles, au travers d'une structure, d'être, ce que j'ai dit tout à l'heure, centre d'intérêt territorial, c'est-à-dire
considérer qu'ils peuvent faire autre chose que simplement de la compétition, on aura gagné. Et je suis très optimiste dessus. Je pense qu'on va gagner la partie. Merci. Oui. Oui, Dernière petite question. Attendez, Alors en 2 mots, monsieur rapport Arpus, je au sais que Yard de vous savez faire efficace. Ah bon, déjà sinon, à savoir que par rapport aux grandes manifestations, effectivement, certaines grandes épreuves sur le running, sur le hors-stade en particulier, qui ont été prises par le privé, effectivement, la fédération a pris conscience de ceci depuis un certain nombre d'années et qu'elle s'est réappropriée, entre guillemets, dans le bon sens du terme, un certain nombre de compétitions et en s'appuyant sur les clubs. Et effectivement, nous avons l'intention aussi de mettre en place, parce que pour organiser, il faut avoir des compétences particulières. Jusqu'à un certain niveau de compétition, d'organisation, c'est relativement facile. Après, ça devient plus complexe. Donc, il y a des compétences spécifiques là aussi. Donc, on compte mettre en place aussi une formation de dirigeants en tant qu'organisateur. Ça, c'est important. Et comme l'a dit le collègue, effectivement, quel que soit le sport et l'athlétisme en particulier, ça repose sur les clubs. Ce sont les cellules de l'organe qu'est une fédération. Et donc là, le plan de développement est vraiment, quand j'ai indiqué accompagnement des clubs, il y a 2 leviers, la formation et l'accompagnement des clubs. Ça veut donc dire que dans le plan de développement, il faut de la proximité. Et la proximité envers les clubs, elle sera d'autant plus performante qu'il y aura aussi la proximité entre le club et les collectivités territoriales. Ça, c'est important. Et ça aussi, c'est un message à faire passer. Et la diversification des activités, la compétition ne suffit pas à faire vivre un club. Ce sont les autres activités qui vont le permettre. Et il faut qu'on revoie aussi la notion de la typologie de la licence. On a une réflexion en cours, de façon à ce qu'on cible bien les publics à travers la prise de licence. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très très important. Et là aussi, eh bien, ça nous permettra de mettre en place des actions par rapport aux besoins des clubs. Je donnais l'exemple tout à l'heure des équipements, mais par rapport aux besoins des clubs. Et le haut niveau en particulier s'appuiera sur les clubs qui sont structurés, qui ont des athlètes bien sûr de haut niveau, mais qui ont une structure pas professionnels, mais pas loin d'être professionnels. Et on va les accompagner pour que ça devienne véritablement des clubs pro dans le bon sens du terme. Merci Stéphane. J'ai une dernière question à destination des représentants des fédérations qui concerne les nouvelles disciplines. Alors, dans chacune des fédérations aujourd'hui, on voit émerger des nouvelles disciplines. Alors vous évoquiez le basket à 3, alors je ne sais pas si c'est considéré comme une nouvelle discipline. Dans le football, on a le futsal, nouvelle discipline. Dans le tennis, on a le paddle, nouvelle discipline. Et c'est vrai que les collectivités territoriales aujourd'hui qui investissent dans le développement des équipements sont un petit peu démunies quant à l'orientation des fédérations, le rapport des fédérations par rapport à ces nouvelles disciplines. Est-ce qu'une collectivité doit investir dans un terrain de paddle ou pas, dans un terrain de foot à 5 ou pas? Et ma question, c'est aujourd'hui, quelles sont les actions que vous mettez en place auprès de ces collectivités? Alors, on a bien compris qu'il y a différentes strates de collectivités impliquées, que ce soit les communes, les métropoles, les régions, les départements. Donc, ma première question, c'est quels sont dans les collectivités vos points de contact privilégiés? Est-ce que ce sont les régions, les départements? Ça, c'est la première question. Et la seconde, quelles sont les actions que vous mettez en place pour communiquer auprès de ces collectivités vos priorités? Alors là, on parlait des équipements, mais ça peut concerner également les actions mises en place sur le développement de ces nouvelles pratiques. Alors, monsieur Suta, allez-y. Très rapide. Oui. Le 3-3 est une discipline olympique. On a l'obligation de la déployer. De l'encadrer comme... Voilà. On peut se contenter du haut niveau, d'avoir quelques athlètes rémunérés pour pouvoir se performer, mais on a absolument besoin de la décliner sur le plan territorial. Donc c'est un demi-terrain, il n'y a rien de particulier. Donc un terrain de basket traditionnel peut servir pour faire du 3 contre 3. Donc nous on passera par nos clubs, puisqu'on considère que nous sommes une fédération de clubs, et c'est le club qui à un moment donné doit avoir le levier de la proximité dont on parlait tout à l'heure. Mais encore faut-il qu'on lui mâche le travail. Notre objectif à nous, c'est déjà savoir ce qu'on veut, quelle est notre vision de notre fédération, notre sport demain. Deuxième point, quelle stratégie on met en place pour animer ces territoires. Et troisième point, une fois qu'on a normalement mis en place cette stratégie, c'est comment on accompagne. Et accompagner nos territoires, c'est nos clubs. Donc après, bien évidemment, on fait des actions de sensibilisation auprès de l'ARF, auprès de la CERFES quand on se voit, auprès de l'ANDES, etc. On est proche quand même de toutes ces structures. Mais la base, c'est le club. Et le club en face, c'est ses partenaires. Voilà, c'est le club après qui entretient cette passerelle entre vous.
j'ai donné partie de réponse tout à l'heure par rapport aux équipements, mais nous avons de nouvelles activités, effectivement, à savoir donc le trail, les parcours trail. Donc là, on a des contacts privilégiés sur cette action-là. Et là, c'est du grand public et ouvert à tous. On a aussi les courses à obstacles. Et là, c'est un fameux challenge, là aussi. Et puis, nous avons aussi une pratique chez les jeunes. Et ça, je manquerais à mes devoirs que de ne pas si je ne parlais pas de la pratique et de l'éducation à la pratique de l'athlétisme et apprendre à s'entraîner. Ça concerne les moins de 16, les moins de 12 et même les 7-8 ans, les babies. Et là, il y a besoin dans les clubs d'investissement en termes de matériaux pédagogiques, d'installation. C'est très minime, mais il faut du matériel. Et cette action-là, on l'a en proximité avec les comités départementaux, avec les clubs, et c'est eux qui peuvent relayer, bien entendu, par besoin, et on peut appuyer par rapport à ça. Et je pense qu'on est bien le prolongement de l'école primaire et du collège, voire du lycée pour d'autres, etc., dans ces actions donc de diversification des pratiques et d'apprendre à s'entraîner et d'apprendre à pratiquer, entre autres chez les tout jeunes. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ces prises de parole passionnantes qui vous ont, j'espère, éclairé sur les différentes problématiques ou sur la moyen de mettre en œuvre un petit peu votre gymnastique interne, à savoir les circuits, les réseaux, comment essayer de vous trouver pour faire avancer un peu le schmilblick. Bon courage à Chambly pour la Coupe de France. Ça, quand même. On est sur le domaine du sportif. Merci à vous. Et puis on se retrouve demain avec plaisir, parce que demain, il y a du boulot. Et on va encore beaucoup discuter et évoquer pas mal de thématiques très, très intéressantes. Merci à vous quatre d'être intervenus ce soir.